Mahamadou Issoufou rend le tablier présidentiel en 2021. Celui qui aura totalisé à ce moment 10 ans à la tête de l'État laissera à son successeur un Niger qu'il vise à positionner en hub économique, mais aussi infrastructurel selon ses propres mots. Le Niger est aujourd'hui un pays qui a beaucoup avancé sur bien de chantiers, mais qui déchaîne parfois des tensions et des critiques quant à la gestion, notamment sécuritaire et sur le terrain des droits humains. À un peu plus d'un an de la fin de son second et dernier mandat, nous ferons le débat sur les acquis de la gouvernance et sans doute aussi les manques. Niger, dernier mandat de Mahamadou Issoufou, bilan et perspective, c'est le thème retenu pour l'émission du jour. À chacun et à tous, bonjour et bienvenue. Place au plateau, on revient juste après ceci. À nos côtés aujourd'hui pour débattre de l'actualité sur le Niger, d'abord Bana Ibrahim, bonjour. Bonjour Monsieur Jeannès. Vous êtes nigérien de nationalité, vous êtes un activiste très engagé, on le remarque souvent dans l'actualité au Niger. Face à vous aujourd'hui, il est Kofidia, bonjour. Bonjour Monsieur Jeannès. Vous êtes juriste et analyste politique, un plaisir de vous avoir sur ce plateau pour décrypter l'actualité au Niger. Ce sont des questions qui reviennent souvent au Niger. On parle souvent d'unicité d'action. Après la réélection du président Mahamadou Issoufou pour un second mandat, il a tendu la main à tout le monde. Mais visiblement, on sent qu'il y a des réticences, on sent qu'il y a des clivages. Et qu'est-ce qui fait que l'appel donc à l'unité et à la cohésion nationale lancé par le président Issoufou depuis le démarrage de son second mandat n'a pas eu beaucoup d'écho, beaucoup de soutien de votre côté, Mme Ibrahim? Merci M. Johannes et merci de nous donner l'occasion pour la première fois d'intervenir sur le plateau de Sika TV. Écoutez, je pense que c'est une façon de dévoyer la démocratie. Comment donc? La démocratie suppose qu'il y ait une majorité qui gouverne, une minorité qui s'oppose, qui veille à ce que les intérêts du plus grand nombre soient satisfaits par la gouvernance de celui qui a été élu ou qui prétend avoir été élu. On pense que c'est trop facile quand on arrive au pouvoir de vouloir demander à ce qu'il n'y ait plus d'opposition, donc qu'il n'y ait plus de contestation, donc qu'il n'y ait plus de veille sur les intérêts du pays. Parce que lorsque tout le monde, on a vu des exemples comme Mali au temps de ATT, lorsqu'il y a une majorité très large et qu'il n'y a pas d'opposition assez forte, les dérives dans lesquelles on tombe très facilement. Or, cela est contradictoire avec les principes de la démocratie contenus dans la plupart des démocraties africaines et notamment au Niger. Nous avons trouvé que c'est trop facile puisque lui-même il oublie que lorsqu'il a été à l'opposition, il y a eu des appels à la formation de gouvernement d'union nationale, à l'époque par le président Tandja Mamadou notamment, et il a toujours décliné au motif qu'il est un opposant et qu'il doit nécessairement jouer son rôle, sa partition pour le développement du pays. Donc aujourd'hui, on trouve que c'est trop facile, après avoir plongé le Niger dans un chaos certain, après avoir démoli toutes les institutions, après avoir effectué un hold-up électoral pour se maintenir au pouvoir, de dire, bon, venez, je vous fais de la place, on va tous manger, et puis on oubliera le peuple. Non, l'opposition nigérienne, elle est responsable, elle doit jouer son rôle tel que défini par la Constitution, et c'est à cela que nous nous attelions depuis 2014, pour le cas de notre parti, puisqu'on a quitté la majorité en 2013-2014. Voilà. Alors, Ila Kofidia, est-ce que dans un contexte sécuritaire aussi clivant que celui nigérien aujourd'hui, est-ce que dans les difficultés que rencontrent les chefs d'État de la sous-région, notamment dans la zone sahélienne, à répondre donc à ces demandes sécuritaires-là, est-ce que le concept de cohésion ou le concept d'unicité d'action n'est pas un concept très important pour la gouvernance? Oui, lorsque vous êtes épris de paix et vous devez chercher à être rassembleur, vous devez faire avec le principe selon lequel ce qui nous rassemble est plus fort que ce qui nous divise. Et contrairement à ce que dit mon vis-à-vis, la règle selon laquelle la démocratie repose sur le dictat de la majorité sur la minorité n'est pas absolu, dans la mesure où on peut partir majoritaire et finir minoritaire, et tout en étant minoritaire, diriger la res publica, parce que le démos et le kratos, c'est le gouvernement du peuple selon
et le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Donc la démocratie repose fondamentalement sur l'expression ou le vouloir du peuple. Et donc celui que le peuple a choisi, que l'on parle aujourd'hui de hold-up, c'est facile lorsqu'on parle de hold-up, lorsqu'on est dans une autre position. Rien ne nous garantit que quand l'opposition sera au pouvoir, il ne fera pas aussi œuvre de hold-up. C'est facile lorsqu'on est dans une position contraire. Donc je ne pense pas que cela soit un hold-up, puisque le peuple nigérien l'a élu, il a renouvelé son mandat, et il y a des faits et les actes que nous allons développer tout à l'heure qui attestent de ce qu'il a conduit le pays de main de maître, et ce qui est extrêmement loin d'un chaos. Alors, côté réalisation, puisque le débat est planté, il sera sans doute contradictoire à mon grand plaisir. Côté réalisation, il y a forcément des acquis. Est-ce que, Mme Ibrahim, vous avez relevé quelques acquis donc, pour ces 2 mandats consécutifs-là du président Issoufou? Écoutez, il m'est très difficile de trouver quelque chose de positif dans ce cas Issoufou, tant que sur tous les plans du Niger. Je prends les domaines de développement économique et social. On n'en parle pas puisque les faits sont têtus. Ça fait 8 années consécutivement que le Niger occupe la dernière place selon le classement de l'indice de développement humain du pays. Ça, c'est un fait avéré. Personne ne peut le contester, à part le président Issoufou lui-même, qui a mis en place comment on appelle, un comité ministériel pour essayer de remettre en cause les résultats proclamés par le PNUD. Je ne reviens pas trop dessus parce que ça, c'est un fait. De l'autre côté, les fondements de la société nigérienne elle-même, qui sont l'unité nationale, qui sont la démocratie, la liberté, aujourd'hui sont mis à rude épreuve par le régime de Issoufou. Il m'est très difficile dans tout ce que j'ai vécu, je vis au Niger, que j'ai vécu, que je vis aujourd'hui, de trouver ne serait-ce qu'une once de positivité dans ce régime. Vous vous souvenez que le Niger est un pays qui a toujours vécu en paix avec ses voisins et à l'intérieur de ses frontières. Issoufou Mahamadou a importé le terrorisme chez nous. Et aujourd'hui, il l'utilise comme fonds de commerce. Il l'a importé parce que nous nous souvenons, lorsque au début des attaques... Bala Ibrahim, vous pointez la responsabilité du président. Oui, absolument. Nous l'avons toujours dit au niveau de l'opposition, puisque nous rappelons que à l'origine du mouvement Boko Haram, qui était la première organisation qui a établi ses bases au Niger, c'est que à l'origine, c'était une organisation qui sévissait dans le nord Nigeria et également au Cameroun. Le président Issoufou, dans ses prises de parole, à l'occasion de n'importe quel sommet de chef d'État, il se présentait comme étant le rempart de l'Afrique de l'Ouest ou du Sahel contre le terrorisme, avec des discours va-t-en-guerre. Il disait à l'époque, je le cite, le Niger sera le tombeau de Boko Haram. Aujourd'hui, à l'épreuve de 4 années ou 5 années d'activité de la nébuleuse Boko Haram, nous nous rendons compte que c'est plutôt le Niger qui est en train de devenir un État parsemé de tombes et de tombeaux où sont ensevelis les fils du Niger, des militaires comme des civils qui sont morts par milliers depuis l'avènement de la gouvernance de Issoufou. Donc, en matière de sécurité, on n'en parle pas. Aujourd'hui, vous avez vu, il y a 3 jours, il y a eu une attaque terroriste aux portes de Niamey, à quelques jours de l'ouverture du sommet de l'Union africaine. Cela prouve qu'il y a un échec, puisque dans le même temps, à chaque fois que le président Issoufou ou les membres de son gouvernement prennent la parole, il sort des chiffres exorbitants comme étant la contribution de l'État à l'effort de guerre. Je rappelle, on arrive jusqu'à 20% du budget national, de 10 à 20%. Dans le même temps, nos forces de défense et de sécurité sont tuées pour la plupart du temps parce qu'ils ont une puissance de feu inférieure à celle de l'ennemi ou parce qu'ils n'ont pas le matériel adéquat pour mener la guerre qui doit être la leur et qui leur a été imposée, je le rappelle encore, par Issoufou Mahamadou, qui a joué au provocateur tout au long de ces 2 mandats. Voilà. Alors, Hilaire Kofidia, il y a forcément quelque chose à retenir en termes d'infrastructure ou notamment comme bilan ou acquis pour la gouvernance Issoufou. Non, avant d'en arriver là, permettez-moi de lui répondre, parce qu'il dit des choses extrêmement, en guillemets, graves. Vous savez quoi? L'État est comme le corps humain et toutes les fonctions qu'il accomplit ne sont pas nobles. Et il s'agit d'avoir de bonnes lois et de bonnes armes pour lutter contre la sécurité. Mais à l'entendre,
c'est à croire que le Niger est devenu un vivier de l'insécurité. Et si tel était le cas, je ne pense pas que lui, il puisse se déplacer librement et venir sur ce plateau, peindre son pays comme étant un foutrou. Ça, c'est pas... Il dispose d'une certaine liberté. Le président fait ce qu'il peut à travers ce que je viens de dire. Et lorsque vous observez très bien le bilan présenté par Mahamat Issoufou il n'y a pas longtemps, il dit « sécheresse ne sera plus synonyme de famine ». Allons d'abord sur ce terrain. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a réussi à mobiliser l'eau. Il a réussi à mobiliser l'eau. Et il a fait quoi? L'approvisionnement des produits en intrants, ce n'est pas négligeable. Et la défense et la restauration des terres, c'est important. Aujourd'hui, lorsque vous allez au Niger, vous allez voir des échangeurs. Le Niger a fait peau neuve. Le Niger est en chantier. Aujourd'hui, le Niger, bien que pauvre à certains égards, détient l'hôpital de renom, un hôpital de renom. Et voir ces choses. Et choisir de les nier, c'est faire preuve de myopie intellectuelle. Et mon vis-à-vis a un problème personnel avec Mohamed. Non, oui, parce que oui, puisque vous le prenez comme le responsable de tous les maux dont souffre le Niger. Alors que, en tant que représentant de cet État, il ne peut faire que le maximum, il ne peut pas tout faire. Et ce n'est pas parce que ce qu'il fait ne va pas avec ce que vous auriez souhaité qu'il fasse que vous allez venir ici affirmer sans conférer que tout est mauvais. Vous êtes un homme activiste. Et les activistes ont un faible. Ils ont l'habitude de déployer un caractère de méchanceté. Je ne voudrais pas que ça soit ainsi pendant que nous sommes en train de débattre. Parce que Spinoza a dit ceci. C'est pour vous. L'État doit être réglé de telle sorte que tous, aussi bien ceux qui nous gouvernent que ceux qui sont gouvernés, fassent de bon ou de mauvais gré ce qui importe au salut commun. Donc, en recherchant donc le salut commun, nous devons faire l'effort d'être impartial et être objectif lorsque nous avançons les chiffres pour démontrer que ceci va ou ceci va mal. Aujourd'hui, vous dites que le Niger est dans une insécurité absolue, ce qui est fondamentalement faux, parce qu'on ne peut pas être dans une insécurité, on ne peut pas être dans une insécurité et réussir à faire tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Et je le dis, je le dis après, je ne suis pas nigérien, mais j'ai eu le bonheur de traverser le Niger, j'ai traversé Gaïa, je connais Dosso, je suis allé à Niamey, je suis allé saluer mon ami Dantani Nomao, je vous l'ai dit. Donc je connais le pays, je l'ai pratiqué. Je voulais Ibrahim, il y a quand même la centrale électrique de Gorobanda, il y a les échangeurs, il y a le chemin de fer. Justement, parlons de ça. Parlons de ça. Je rappelle d'abord, peut-être pour mon vis-à-vis qui ne le sait pas, c'est qu'Issoufou Mahamadou, il est d'obédience socialiste. Il est reconnu de manière universelle que les grands chantiers qui mobilisent, qui donnent de la main-d'œuvre, c'est l'apanage des régimes socialistes, mais finalement qui ne répondent à aucun besoin prioritaire des populations auxquelles c'est destiné. Je prends un exemple. Mon ami, mon vis-à-vis m'a parlé tout à l'heure de Gaïa. Je lui rappelle que lorsqu'il partait à Gaïa, je reconnais il y a au moins 60 km qui ne sont pas du tout confortables. J'attendais la fin pour l'inviter au moins. J'attendais la fin pour l'inviter au moins à réparer cette partie de la voie qui mène à Dosso. Merci de me laisser la police des débats. Laissez-moi lui rappeler que entre Gaïa et Dosso, le tronçon qu'il a emprunté, il y a 60 km. Je l'ai dit tout à l'heure. Goudron pas du tout praticable, ça c'est vrai. Complètement détruit, alors que c'est le tronçon qui est économiquement le mieux utilisé, parce que notre pays, nous utilisons le corridor du Bénin pour l'importation de tout ce que nous avons comme matière première. Aujourd'hui, pour faire ce tronçon de 60 km, il faut 3 heures de temps. Pour un petit véhicule, pour les camions, 4 heures, 5 heures à 6 heures de temps. Aujourd'hui, je lui pose la question de savoir, pour les populations nigériennes, entre un échangeur dans la capitale et une infrastructure économiquement viable, laquelle des réalisations correspond aux aspirations de ces populations? Contrairement, je lui réponds. Je voudrais aussi revenir un peu sur la centrale de Gorobanda. Je vous informe qu'il n'y a pas 2 mois, notre pays a vécu une des périodes les plus sombres de son histoire en matière d'énergie. C'est pas un délestage. Nous avions fait à peu près une semaine où des ménages
c'est-à-dire des quartiers entiers étaient plongés dans le noir parce que le choix économique, le choix opéré par le gouvernement du Issoufou s'était révélé catastrophique. Un pays qui a le taux d'ensoleillement le plus important en Afrique, voire dans le monde, où vous choisissez au XXIe siècle de construire une centrale thermique alors que dans toute la sous-région, le choix est clairement fait pour le solaire qui est une énergie renouvelable et non polluante pour l'environnement. Nous avions investi, il faut vous en tenir, 80 milliards de francs CFA pour construire une centrale thermique incapable de fournir 150 mégawatts d'électricité pour le peuple nigérien. Et de surcroît, en termes de coûts opérationnels, si la centrale Gorubanda devrait fonctionner 24 heures sur 24 et durant toute l'année, c'est 40 milliards de fuel lourd de consommation. Ce qui fait que c'est un projet qui a été initié juste pour générer des rétrocommissions aux parents, amis et connaissances du président Issoufou. Aujourd'hui, aujourd'hui, tout le monde en est convaincu. Vous n'avez pas apporté des preuves. Les preuves, mon frère, lorsque vous avez un bateau qui transporte une centrale, qui a été commandé par un autre pays, le pays annule l'achat, le Niger se précipite pour payer une centrale incapable de répondre, je dis, à 50% des besoins en énergie de sa capitale et non pas du pays tout entier. D'accord. Je rappelle à ce monsieur également qui ne connaît peut-être le Niger qu'à travers le tronçon, qu'il y a aujourd'hui une route que nous appelons la route Tawa-Arlit. C'est la route qu'emprunte la production uranifère de notre pays, qui est en lambeaux, ça fait une dizaine d'années. Vous avez un pays qui a le taux de scolarisation le plus bas. Est-ce que vous arrivez à répondre à tous les besoins fondamentaux de votre femme? Aujourd'hui, vous arrivez à répondre à tous les besoins fondamentaux de votre femme? Ou prétendre qu'un président doit répondre à tous les besoins fondamentaux de son État? Laissez-moi vous répondre. Lorsque j'ai un budget de chez moi et que je sais que les besoins de ma famille sont énormes, je pointe les besoins les plus essentiels, comme celui d'aller à l'école, de se nourrir, de boire, de se vêtir. Ce sont les besoins essentiels. Je ne veux pas aller payer un poste téléviseur, écran plasma, pour faire plaisir à ceux qui viennent chez moi, alors que je sais que je n'ai pas de quoi assurer la pitance journalière de ma famille. Voilà, donc on vous a compris. Et la Kofidia, vous vouliez réagir par rapport... Oui, je ne suis pas assez naïf pour croire que tout va mal au Niger. Et comme je l'ai dit tantôt, je suis allé au Niger et comme il le dit si bien, et entre Gaïa et Dosso, il y a 140 km. À 90 km, il ne le dit pas, il ne le reconnaît pas. C'est comme si c'était une voie gigantesque. Hein. Vous pouvez rouler à vive allure, 90 km. Et comme j'ai été choqué de constater qu'il y a 60 km qui est dans un état fondamentalement impraticable. Là, il ne ment pas. Moi, c'est ce que j'ai vu. Contrairement à lui qui voit du noir partout. Ça, c'est mauvais. Vous êtes d'accord. Et j'ai mis 2h30 à 3h avant d'accéder à Dosso. Mais à ma grande surprise de Dosso au Niger, la voie elle est bonne. Et à l'intérieur, les voies sont bonnes. Ça, on ne peut pas le dire. C'est pourquoi je lui dis. Et il me dit, j'ai souffert. Mais une fois arrivé au Niger, c'est comme si j'étais dans un pays, où les infrastructures routières me permettaient de circuler facilement. C'est vrai que le creux de l'autre côté pourrait appeler une certaine insécurité et il va falloir que le président, avant la fin de son mandat, repasse là. Parce que, contrairement à lui, je comptais attirer l'attention du président sur ce tronçon qui est vraiment constitue un danger, aussi bien pour la population que pour la fluctuation de l'économie. Laissez-moi continuer. Allez-y. Mais nous sommes dans un État, nous parlons du Niger, où au moins le président de la République a réussi à lever l'impôt. Il a lutté contre la corruption. Ah oui? Il a réduit la fécondité à 6 enfants. Et les jeunes filles, la scolarisation des jeunes filles est un privilège. Nous sommes toujours dans le même état que vous trouvez qui est mauvais. Et la santé à travers l'hôpital de Renon. Et l'eau,
l'eau, l'accès à tout ce que... Mais j'ai comme l'impression que nous ne sommes pas en train de parler du même pays. Oui, j'ai comme l'impression. Je pense que vous êtes un ami à Mamadou Issifou. Non. Tu as l'impression de vivre dans la Vous même savez, ville. le Niger est vraiment en chantier. Et le Niger a été transformé. Moi, j'ai vu des résultats qui sont visibles. Quand vous prenez l'éducation, comme il a dit, vous prenez la santé, vous prenez l'accès à l'eau potable, vous prenez l'assainissement et la création d'emplois à travers les infrastructures et développées au Niger ont créé des mains-d'œuvre. Ils construisent des mains-d'œuvre pour les Nigériens. Ils ont réussi à travailler. Et vous avez dit, non, je n'ai pas fini. Bara Ibrahim, est-ce que ce n'est pas quand même important de reconnaître que quelque chose a été fait? Écoutez, je suis un opposant. Il y a les laudateurs du régime, à l'image de mon ami, pour dire ce que le gouvernement a fait de bien. Oui. Moi, en tant qu'opposant, mon rôle, c'est d'attirer l'attention. C'est d'attirer l'attention du gouvernement sur les travers de son régime, sur les insuffisances de sa gouvernance. Pour le reste, je laisse ça aux laudateurs et à leurs amis pour lui chanter les louanges de ces chantiers. Mais je reviens d'ailleurs sur ces chantiers. Vous savez, déjà tout à l'heure, il a parlé d'un sujet extrêmement important qui est celui de la corruption, la lutte contre la corruption. Je suis surpris, c'est pour ça que j'ai dit il doit être dans le cercle des amis du président Issifou qui, lorsqu'il fait... Vous faites partie alors du cercle des ennemis du président Issifou? Non, moi je ne suis pas son ennemi, je suis son adversaire politique. Mais pourquoi tu penses que je suis son ami alors que ce que j'ai dit, il a fait? Parce que et on peut le constater. Discours que tu tiens, il n'est n'est pas pas un très discours, loin c'est un du discours constat de celui que je sais. qui vit dans une bulle, qui vit seul dans sa bulle, comme le président Issifou, durant tous ces 8 années de passer à la tête de notre pays. Parce que la lutte contre la corruption, vous vous souvenez qu'il y a eu un grand bruit, j'ai suivi d'ailleurs des émissions de votre télé, sur le détournement présumé de 200 milliards dans l'uranium, l'affaire de l'uranium gate. On en est où? Tous les scandales, on en a recensé jusqu'à 40 ou 50, dans lesquels les membres proches du pouvoir de Issifou ont trempé, du directeur général, des ministres. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucune de ces affaires qui a été déférée devant le parquet du Niger pour qu'une suite soit donnée à ces différents scandales et détournements qui ont vu le jour avec la gouvernance d'Issifou. De quelle lutte contre la corruption parlons-nous? Dans un pays où, je prends l'exemple des échangeurs justement dont il parle, où un échangeur est facturé 2 fois plus cher que dans la sous-région, ce qui laisse présager des commissions 2 fois plus cher. Oui, mais 2 fois plus cher. Les mêmes modèles d'échangeurs. On est dans un pays avec lequel vous avez la même frontière que le Niger, où l'échangeur coûte 11 milliards et chez nous, il se retrouve à 17, 18 milliards. Ça, c'est ce que nous vivons. Lorsque vous parlez de l'hôpital de référence, qui est effectivement, en termes d'infrastructure, un hôpital qui n'a rien à voir aux hôpitaux de la sous-région, qui, je le rappelle, a été acquis sous la présidence de Tanja Mamadou lorsqu'il a effectué une visite en Chine en 2007 ou 2008. Cet hôpital, aujourd'hui, il est presque un mouroir. Pour la simple raison qu'il n'y a pas de personnel de qualité, le personnel ne maîtrise pas la technologie qui est là-bas. Aujourd'hui, il n'y a pas plus d'un tiers des services qui sont opérationnels au niveau de l'hôpital de référence. Donc, nous vivons cela. Nous savons qu'aujourd'hui, dans notre pays, nous avons, au XXIe siècle, vous avez une rupture en matière de vaccins contre les vaccinations des enfants à la naissance qu'on appelle BCG. Aujourd'hui, les structures sanitaires de notre pays sont en rupture il y a des mois de cela. Devant cette atrocité, parce que c'est atroce, quand on est gouvernant, on ne peut pas nous expliquer que le choix, c'est de construire un échangeur, que le choix, c'est de construire une voie express, que le choix, c'est de construire des monuments qui, à la limite, ne profiteront qu'à une minorité. Parce que je rappelle à mon frère que Niamey n'abrite que 1 500 000 habitants du Niger, alors que le Niger fait plus de 21 millions d'habitants. Donc aujourd'hui, le reste des Nigériens, qu'est-ce qu'ils gagnent ou qu'est-ce qu'ils ont gagné de la gouvernance de Issifou? La seule chose qu'ils ont gagné, c'est une insécurité de plus en plus accrue, c'est des deuils de leurs enfants, c'est une école qui est en lambeaux.
l'école nigérienne, aujourd'hui, elle est en lambeaux. Est-ce que l'école nigérienne, justement, parlons-en, n'est pas aussi prise en otage entre les enseignants d'un côté et les responsables de l'autre? On a l'impression, notamment avec l'Union des scolaires nigériens, qu'il y a toujours des tiraillements entre les syndicats de professeurs et le ministère de l'enseignement, et c'est toujours des grèves perlées, c'est toujours... Je vous l'accorde. En fait, le problème qu'il y a, nous, c'est par exemple, je prends un domaine dans lequel nous ne fermons pas les yeux sur les réalisations que la gouvernance de Issoufou a opéré dans notre pays. Il y a eu des constructions de classes, mais le problème qu'il y a, c'est qu'il y a eu un déficit de dialogue entre les partenaires de l'école, lié notamment au discours qui avait porté Issoufou au pouvoir. Parce que lorsque vous utilisez une catégorie, les enseignants, les élèves, pour arriver au pouvoir, il est évident que avant de le faire, vous leur faites des promesses mirobolantes. Et lorsque, à l'épreuve de votre gouvernance, ces promesses ne sont pas tenues, il y a des frictions, et malheureusement, le régime de Issoufou Mahamadou n'est pas un régime qui sait utiliser le dialogue. Pour lui, c'est la violence, c'est la répression, c'est les arrestations, et ces réponses dans tous les pays ne peuvent aboutir qu'à ce que nous avons connu au Niger. Lorsque chaque fois que les élèves manifestent, vous les réprimez, vous les arrestez, lorsque les enseignants vont en grève, vous les ignorez, évidemment, vous faites preuve d'un laxisme qui aura pour conséquence un système économique délétère, comme c'est le cas aujourd'hui. Mais on a parfois l'impression que je veux parler des professeurs, de leurs syndicats, ils n'en font pas un peu trop, selon vous? Je vais vous expliquer, pour l'université, la question là-dedans. Il y a eu deux mouvements. Le gouvernement s'est d'abord allié avec les enseignants lorsque les étudiants étaient en grève. Ils se sont coalisés et ils ont exclu des étudiants qui étaient considérés comme étant des meneurs. Ok. Donc ça a cassé le mouvement estudiantin qui est normalement dans l'environnement de l'université, qui a un contrepoids au syndicat des enseignants-chercheurs. Puisque ce syndicat a été, mis à mal par une coalition de l'État et du syndicat des enseignants-chercheurs, le jour où le problème s'est posé entre le gouvernement et le syndicat des enseignants-chercheurs, il n'y a plus le contrepoids que constituait le syndicat des étudiants. Au vu de cette explication-là, est-ce qu'il y a Kofi ne comprend pas qu'il y a quand même un malaise profond qui ne dépend pas forcément des autorités en place? Non, il croit que le chef d'État est mauvais. Et il n'a qu'à attendre d'avoir un despote ou un plutocrate ou un autocrate pour pouvoir situer ce qui a été fait ou de ce qui n'a pas été fait. Non, je lui donne un exemple banal. C'est vrai que le tronçon de Gaïa-Dosso est mauvais, mais on peut contourner par le chemin de fer et Niamey. Il y a un chemin de fer Niamey-Dosso. Et quand il prend ce qui semble être prioritaire pour lui, il oublie également qu'au sommet de l'État, il y a des exigences. Et au nom de ces exigences, on peut vouloir prioriser certaines choses qui ne sont pas vues comme étant une priorité pour l'opposition. Quoi qu'on dise, attendez. Je ne vous coupe pas. Allez-y. Je me suis donné la discipline. Allez-y. Vous êtes un Nigérien, vous êtes né là-bas. Allez-y. On peut se tromper, mais on voit et on suit tout ce qui se passe là-bas aussi. Allez-y. Donc, et quand on prend tout ça et on a un chef d'État contemporain qui voudrait vêtir le Niger ou qui voudrait vendre le Niger à sa façon, il vaut mieux l'accompagner en attirant son attention sur certains manquements que vous relevez et qui ne sont pas du tout négligeables, que de taper en disant qu'il est mauvais. Il est tellement mauvais que c'est une erreur pour le peuple nigérien de l'avoir choisi. Je ne suis pas d'accord avec ça. Et je ne suis pas un lot d'acteur du régime, puisque Mahamadou ne me connaît ni d'Ève ni d'Adam. Je suis un passager qui fait des constats et qui fait des analyses au plan politique. On est d'accord? Oui, voilà. Tout à fait. Et donc, cela dit, je trouve que je me permets de dire qu'il a fait des efforts louables. Et notamment, puisque le constat que vous faites au Niger, quand vous abordez un citoyen lambda,
il ne sait pas parler français. Il ne sait pas s'exprimer en français. J'ai été surpris. Donc, la scolarisation des jeunes filles aujourd'hui est venue à point nommé. Et un État aussi pauvre, la meilleure manière de réduire la pauvreté, c'est de réduire la démographie. Et il a pensé qu'il faut limiter la naissance à 6 enfants. Ça, c'est des mesures qui pourraient prospérer dans le futur et qui pourraient faciliter un certain nombre de choses. Et lorsqu'il dit que l'hôpital de renom qui a été construit n'est pas d'utilité, n'est pas rationnel et d'utilité, ce n'est pas la faute au président et Mahamadou. C'est la formation, l'éducation qui devait être privilégiée. On devrait former les hommes avant de rechercher cela. C'est qui devrait former les jeunes? Et vous avez dit tout à l'heure que l'hôpital a été pensé par ton prédécesseur. Son prédécesseur n'a pas pensé les hommes capables de relever ces défis-là avant Bala Ibrahim, nous allons écouter Ilek Kofi jusqu'au bout. Allez-y. Pourquoi vous me coupez? Je vous coupe pas. Vous affichez. Il est Kofinia. Non, je voudrais dire simplement à mon vis-à-vis que le pouvoir est d'essence divine. Mais il est soumis à des errances. Il est soumis à des faiblesses. Et il est également soumis à des passions. Vous êtes un peu trop passionné. Vous n'aimez pas votre chef d'État. Ce n'est pas bien. Reconnaissez que par rapport à ce qui s'est fait par le passé, ce qu'il a fait est louable et non négligeable. Et qu'il reste beaucoup à faire. Et dans ce beaucoup à faire, je suis d'accord que certains points que vous avez relevés ici et là méritent d'être abonnés, méritent d'être améliorés. Bala Ibrahim, il y a aujourd'hui, comme qui dirait, un manque au niveau de l'opposition politique au Niger. Je parlais d'une personnalité de charisme, notamment comme le Sphinx de Youri, qui n'est plus au Niger aujourd'hui, qui est en exil. Quelle opposition se prépare aujourd'hui à défier le candidat du pouvoir pour l'élection présidentielle 2021? Écoutez, d'abord, il faut que je rectifie certaines choses. Nous allons évoluer. Le temps est parti. Écoutez, l'opposition, contrairement à ce que parfois j'entends, y compris sur le plateau ici, l'opposition nigérienne, elle est encore là. L'absence du président Ama est effectivement un handicap pour l'opposition, mais cela n'a pas annihilé du tout l'opposition nigérienne. Pour celui qui vit au Niger, pour le président Issoufou qui gouverne, il sent l'opposition chaque jour parce qu'il a chaque jour des personnes qui critiquent sa gouvernance, qui relèvent les errements de sa gouvernance et qui s'opposent lorsqu'il veut piétiner les règles de la démocratie et les libertés fondamentales. Aujourd'hui, il est une évidence, en l'absence de toute opposition, que si le bilan d'un chef d'État doit conditionner l'élection de son poulain, Issoufou Mahamadou est son propre poulain. Comment donc? C'est-à-dire qu'il a un bilan qui est globalement négatif. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je voulais préciser certains chiffres tout à l'heure pour que les gens comprennent pourquoi nous sommes en train de fustiger la gouvernance de Issoufou. Aujourd'hui, quand on prend les indicateurs macroéconomiques de notre pays, le taux d'endettement de notre pays, lorsque Issoufou Mahamadou a pris le pouvoir, le taux d'endettement d'un pays se situait aux alentours de 17% du PIB, produit intérieur. Mais il a réduit le déficit budgétaire. Aujourd'hui, il a réduit le déficit budgétaire à 3%. Aujourd'hui, et il a augmenté le budget de l'État. Le taux d'endettement de notre pays aussi autour de 53 à 54% du produit intérieur. Derrière, ce n'est pas un problème qu'un pays s'endette. Mais quand un pays s'endette et que les principaux leviers qui doivent permettre le développement ne bougent pas, c'est un crime. C'est un crime économique et c'est une haute trahison vis-à-vis de votre pays. Parce qu'aujourd'hui, l'endettement dans lequel Issoufou Mahamadou a plongé notre pays, que ce soit en termes d'emprunt direct, indirect, ou parce qu'on y viendra, je compte bien, de partenariats public-privé qui sont une forme d'endettement, le Niger mettra 30 ans, c'est ce que disent des analystes économiques, 30 ans avant de pouvoir revenir au niveau où Issoufou Mahamadou avait pris, c'est-à-dire un niveau d'endettement soutenable pour l'économie de notre pays. Donc cela,
nous le vivons dans notre chair. C'est pas parce que nous n'aimons pas Issoufou Mahamadou. Je n'ai aucun problème de personne avec lui, mais j'ai un problème de personne avec la manière dont il a gouverné notre pays. L'autre opposition, on n'a pas besoin de s'opposer à Issoufou parce que, comme je l'ai dit, son bilan est sa propre opposition. Issoufou Mahamadou ou n'importe lequel de ses poulains. Parce que pour le moment, moi, je suis encore prudent. Je suis encore prudent par rapport aux élections de 2021, puisque à la fois, il souffle le chaud et le froid. Je suis un peu dubitatif et je réserve Selon vous, il pourrait ne pas y avoir élection. Est-ce que c'est ce que vous dites? Aujourd'hui, en matière aussi, vous êtes au Niger, le processus électoral est presque au point mort. Et la dernière fois, la Commission électorale nationale indépendante a fait un point de presse qui démontre clairement que la première des élections, série d'élections qui devrait parachever la transmission du pouvoir à un autre président, les élections locales, ne peuvent plus se tenir selon le délai initial fixé par la CENI. Et jusqu'à aujourd'hui, les mesures correctives tardent à être prises et chaque jour qui passe, le retard est encore en train de s'accumuler. Et si on rajoute à ça la persistance de l'insécurité qui nous paraît faire l'affaire de Issoufou Mahamadou, il y a des motifs pour nous d'être inquiets par rapport aux élections de 2021. Mais l'un dans l'autre, je veux vous rassurer que l'opposition se porte bien. Vous avez suivi les messages du président Hama Amadou à Accra et en Turquie. Il a rassuré les militants qu'en tant que chef de file de l'opposition, il rentrera au Niger bientôt et en tant qu'opposant, il sera candidat aux élections de 2021. Donc nous n'avons pas de crainte parce que nous savons que Issoufou Mahamadou n'a aucun bilan. Donc son poulain ou celui qu'il soutiendra n'aura aucun bilan à présenter au peuple nigérien qui a vécu 8 ans, je le dis, de calvaire. L'opposition se porte bien avec une conduite aussi mal. L'opposition. Vous pensez que attendez. Non, je n'ai pas fini. Je vais lui rappeler une chose. C'est quelque chose. C'est pour ça que je l'ai traité de laudateur, parce que c'est le même langage que tiennent les laudateurs du régime de Issoufou chez nous, qu'il est en train de tenir. Une opposition molle. Vous pensez qu'une opposition, pour qu'on parle d'opposition, il faut qu'elle soit dans la rue, qu'elle casse, il faudrait que l'opposition chaque jour, prenne des mesures, fait des déclarations extraordinaires. Non, l'opposition manifeste dans la mesure. Je vous dis, pourquoi j'ai dit que c'est bon. Nous allons nous écouter. Nous allons nous écouter dans le débat. Il m'a arraché la parole. Non, c'est moi qui parlais. Non, mais vous semblez monopoliser la parole. Laissez-moi la police de même temps que lui. Laissez-moi la police de débat. Il est Kofiga. Allez-y rapidement. J'ai dit tout à l'heure que l'opposition dont il défend les actions, pour moi, elle est molle. Elle est molle d'autant plus que je ne la vois pas en train de prendre des mesures extraordinaires. Elle est molle dans la mesure où on ne sent pas de la vigueur, de la réalité dans ce qu'ils disent. Et il appuie en disant que le bilan de Mahamat Issoufou est négatif. Négatif au point où c'est son bilan qui est son opposition. On attend de voir. Si tant est que son bilan est sa propre opposition, cela voudra dire qu'en 2021, l'opposition actuelle de représenter ce plateau par mon vis-à-vis doit normalement battre le poulain de Issoufou Mahamadou à plate couture, n'est-ce pas? Puisque attendez. Il n'y a aucun doute là-dessus. Voilà qui est clair. Nous allons parler un peu du volet diplomatie. Est-ce que, Bada Ibrahim, selon vous, il y a quand même quelques points positifs de ce côté-là? On a l'impression que le Niger est très bien représenté, accueille des sommets je vais faire plaisir à mon non, pas du tout. Je vais lui faire plaisir. Bada Ibrahim, allez-y. Écoutez, sur le plan diplomatique, je le concède à Issoufou Mahamadou. Il a eu une activité surabondante. Parce que je vous informe que le président Issoufou, par an, il lui arrive d'effectuer une centaine de voyages à l'extérieur. À tel point que nous avons l'impression, au Niger, il a un surnom, un sobriquet à travers les journaux, on l'appelle Rimbo Transport Voyageur. Donc, c'est le plaisir que vous vouliez me faire. Non, oui, c'est le plaisir que je veux. Oui, effectivement, il a voyagé beaucoup. Mais il n'a pas été élu pour voyager, justement.
Quand on prend ce qu'on nous présente comme de la poudre aux yeux, comme étant un succès, Savez-vous que le dernier en date, le repli sur soi pour l'État est mauvais. Il est confident. Nous allons écouter le repli sur soi pour l'État est mauvais. L'ouverture aux autres est la meilleure. Donc le fait de voyager lui permet de vendre. Non, le fait de voyager lui permet de vendre son pays à l'étranger. Il vous apporte les devises pour pouvoir faire tout ce qu'il est en train de faire et que vous avez choisi de ne pas reconnaître. Donc, le dernier en date des succès qu'on nous présente comme étant quelque chose de magnifique, c'est la désignation ou le choix de notre pays pour siéger au Conseil de sécurité en tant que membre non permanent. La première des choses à rappeler, c'est que c'est la deuxième fois que notre pays occupe ce poste. La deuxième, c'est que en tant que juriste, moi, je suis surpris de voir les gens applaudir qu'on est membre de conseil, membre permanent d'un conseil. Ça veut dire qu'on n'a aucune... on n'est qu'un membre non permanent. On n'est pas permanent, premièrement. Deuxièmement, le système de rotation, parce que c'est un système de rotation. Tous les pays africains occupent à un moment ou à un autre Donc il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Mais fouetter un chat pour un pays qui est quand même le dernier. Moi, parfois, je suis un peu surpris. Parce que moi, à la place de Mamadou Issifou, il y a des forums ou des forats dans lesquels j'éviterais d'apparaître. Voilà. Parce que je serais toujours indexé comme le mauvais élève. Il y a une dernière question que j'aimerais vous poser. Le temps est parti à se débattre complètement à sa fin. Il est qu'au l'état de la liberté d'expression et de manifestation au Niger d'un côté et aussi l'état de la liberté de presse au Niger. Il y a visiblement quelques couacs de ce côté-là. Est-ce que vous partagez cet avis et si oui, quelles sont vos perspectives? Non, je voudrais faire plaisir à mon vis-à-vis, à mon tour, pour lui dire que bon, la liberté d'expression est plus ou moins en souffrance, mais elle est quand même active dans la mesure où ça lui donne le droit de venir sur ce plateau et de débiter tout ce qu'il a programmé et tout ce qu'il a catalogué contre son chef d'État. Mais je reviens un peu comme pour lui dire qu'un État est une personne morale et il est représenté par une personne physique. Et dans le cas d'espèce, et à l'heure où on parle, c'est Mahamadou Issoufou. Et il a le devoir de voyager. C'est un devoir républicain de voyager et de faire en sorte que la diplomatie se porte bien. Parce qu'un État ne peut jamais fonctionner de façon... Attendez, un État ne peut jamais fonctionner de façon isolée. Le repli sur soi est mauvais. L'ouverture aux autres est meilleure. Et ça, ne pas le reconnaître, c'est une erreur monumentale. L'autre chose, la liberté de presse, elle se porte vaille que vaille, elle est acceptable, elle n'est pas absolue. C'est le modus operandi des États africains. On fait les journalistes opposants pour mieux rayer. Et là, il doit être content d'entendre que je dis ça. Voilà. Puisqu'il est aussi dans sa petite bulle d'opposants, ne voulant rien voir de bien dans sa république, dans son État, dans son pays. Mahamadou Issoufou n'a pas fait ci, mais il a fait ceci. Moi, je suis dans cette dynamique et je suis loin d'être un laudateur parce que je suis un Béninois. Et je suis fier de l'être et je suis fier de constater qu'il y a un étranger, en la personne de Mahamadou Issoufou, qui quand même fait des prouesses dans la sous-région. Et contrairement à d'autres que je ne voudrais pas nommer sur ce plateau, il doit être content. Il devrait être content. Alors, Ibrahim, par rapport à votre cas personnel, est-ce que vous avez plusieurs fois eu maille à partir avec la justice? J'ai horreur de parler de ma personne. C'est pour ça que je répondrai en généralisant. Tout à fait. Nous sommes dans un pays où les textes garantissent la liberté de presse et la liberté d'expression. Vous avez 30 secondes. Mais dans les faits, rien qu'hier, je ne vous rappelle pas, j'aurais voulu même qu'on en parle, il y a des chefs d'associations religieuses qui ont été interpellés parce qu'ils se sont opposés par les mots à un projet de loi sur le culte religieux. Tout à fait. Donc cela démontre clairement qu'il y a un décalage, un déphasage entre quelqu'un qui a signé, qui était l'un des premiers présidents africains à signer la déclaration de la table de la montagne, et le fait aujourd'hui de continuer à arrêter des journalistes, à les expulser juste parce qu'ils ne sont pas en odeur de sainteté. Donc je pense que Baba Alpha a l'habitude de faire des débats sur votre plateau. Il est le symbole qu'il n'y a pas de liberté de presse au Niger. Je suis
l'exemple vivant qu'il n'y a pas de liberté d'expression chez nous, parce que j'ai eu maille à partir une dizaine de fois avec la justice, rien qu'à travers des écrits que je fais sur Facebook ou des prises de parole. Des exemples rares, hein, des exemples rares. Voilà, vous êtes Bana Ibrahim, vous êtes un activiste politique au Niger, vous êtes très engagé pour ce que vous croyez juste pour votre pays. Face à vous aujourd'hui, il y avait Hilaire Kofidia, il est également juriste comme vous, analyste politique. Le débat était 100% contradictoire, même si vous vous êtes fait quelques concessions de temps en temps. Messieurs, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. À très bientôt pour notre numéro de Angle de vue. D'ici là, portez-vous bien.